You know nothing, Jon Snow. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that damn I may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma partenaire de vacances préférée, Marie Telling. On attaque cette nouvelle saison de PIC TV avec un des plus gros phénomènes sériels de ces derniers mois, la saison 2 de The White Lotus. C'est une satire de Mike White sur des riches qui passent des vacances désastreuses dans un hôtel de luxe et qui a récemment raflé un paquet de récompenses aux Golden Globes, même si son deuxième volet, diffusé sur OCS, s'est montré bien plus clivant que le premier. Alors pourquoi la saison 2 est-elle meilleure que la première ? Oui, on n'a pas peur de le dire. Le modèle de la série risque-t-il de s'essouffler ? Et comment expliquer la garde-robe de Portia ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Je fais un prosélytisme intensif autour du film Banshees of Inisherin, qui n'a pas besoin de prosélytisme vu que tout le monde est en train d'aller le regarder, j'espère, au lieu d'aller voir Avatar. Mais c'est surtout Colin Farrell dans ce film qui est absolument bouleversant, à la fois drôle et profondément émouvant, et surtout ses sourcils. Ses sourcils mènent une vie à part entière. Et je pense qu'il mérite l'Oscar, mais je pense que ses sourcils eux-mêmes méritent l'Oscar. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir The Banshees of Inisherin. C'est une fable très très belle, à la fois brillante, drôle, cruelle et bouleversante. Je l'ai déjà dit, mais ça l'est vraiment. Et il y a un âne aussi dedans, Jenny Jenny the Donkey. Qui a mon cœur pour toujours. Voilà, donc allez le voir, c'est trop bien. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Je suis d'accord. Moi aussi, c'est un pic cinéma que je voulais faire puisque je suis extrêmement heureuse que le film Tar de Todd Field soit enfin en salle. Todd Field, c'est un réalisateur qui a fait Little Children et qui aime bien s'attaquer à des sujets assez politiquement incorrects et qui parvient à en faire des films qui sont extrêmement fins et intelligents et qui tombent jamais un peu du mauvais côté de la barrière. D'ailleurs, la question même du politiquement correct est abordée dans Tar. Tar, c'est un film avec Cate Blanchett et je veux que vous ne lisiez rien dessus et que vous n'entendiez rien dessus, à part ce pitch succinct que je vais vous faire. Donc Tar, c'est un film sur Lydia Tarr, qui est une compositrice et chef d'orchestre et qui est la première femme à être devenue chef d'orchestre à Berlin. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez savoir sur ce film. C'est exceptionnel. Le travail sur le son du film est excellent. La réalisation, les performances, on est surpris à chaque tournant. C'est un petit peu angoissant, c'est drôle, c'est malveillant, c'est génial. Donc voilà, vraiment, allez voir Tar. Et une fois que vous l'aurez vu, vous pouvez lire mon article dessus sur Slate. Et cette semaine, on va parler d'une autre œuvre qui aborde la question du politiquement correct, c'est The White Lotus, en particulier sa saison 2. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que raconte la série The White Lotus ? The White Lotus, déjà, c'est le nom d'un hôtel, d'une chaîne d'hôtels de luxe. Donc, la première saison se déroulait à Hawaï, tandis que la deuxième se déroule à Taormina, en Sicile, où j'ai passé des vacances. Et dans d'autres endroits de la Sicile, mais principalement à Taormina. Et donc, le théâtre de la série, c'est cet hôtel qui accueille à chaque fois, pendant une semaine, chaque saison se déroule sur cette timeline, des touristes, pour la plupart américains, extrêmement riches et extrêmement problématiques par bien des aspects. Et chaque saison s'ouvre aussi sur un meurtre, ou plutôt la découverte d'un cadavre. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, le principe de la saison, c'est aussi de découvrir comment on en est arrivé à cette mort ou à ces morts. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jeunesse de la série est assez particulière. Quand la pandémie a commencé et qu'on était tous confinés, il a commencé à y avoir une pénurie de séries puisque les tournages ont été arrêtés. Et donc, au bout de quelques mois, les chaînes ont commencé à manquer un petit peu de contenu pour les mois à venir. Et HBO a contacté Mike White, qui avait déjà créé la série Enlightened, dont on a parlé dans un épisode il y a très longtemps sur les séries qui parlent de santé mentale. Et donc, HBO a contacté Mike White parce qu'il savait qu'il écrit très vite. Et donc, ils lui ont dit, est-ce que tu peux nous faire une série rapidement qui puisse être tournée dans les conditions du confinement ? Et donc, Mike White, ce beau gosse, a dit, et si je me payais des vacances à Hawaï ? Et donc, il a écrit une mini-série qui se passe à Hawaï. Et c'est comme ça qu'on a eu la saison 1 de The White Lotus, qui est sortie rapidement après, donc en 2021. Et ça a été un phénomène quasiment immédiat. Ce qui a poussé la chaîne à renouveler la série, alors qu'à la base, c'était juste une mini-série de 6 épisodes.
On spoilera la fin de la saison 2, le final de la saison 2 à la fin de cet épisode et on vous préviendra avant de spoiler, mais sachez que pour une bonne partie de l'épisode, vous êtes en sécurité, on ne vous spoilera pas. La saison 1 a été un phénomène immédiat. Tout de suite, sur Internet, il y avait plein de mèmes qui circulaient. Chaque épisode, chaque semaine, suscitait énormément de conversations en ligne. Il y avait évidemment des théories sur ce qui était arrivé au cadavre qui avait été trouvé dans le premier épisode et qui était la personne qui avait été tuée puisqu'on ne le savait pas. Moi, je trouve que ce qui est vraiment beau avec The White Lotus, et ça s'est revérifié avec la saison 2, c'est que ça prouve que le modèle hebdomadaire traditionnel que HBO continue à appliquer fonctionne vraiment très bien, puisque ça fait quand même quelques années qu'avec l'impulsion de Netflix, on a des séries qui sont parfois diffusées d'un coup sur les plateformes ou 3 épisodes par bloc à la suite. Et il y en a du coup qui atteignent un buzz immédiat en quelques jours, mais qui s'estompent aussi très vite. Et en fait, The White Lotus, comme Succession, comme plein d'autres séries HBO, parviennent à créer une conversation qui dure sur plusieurs mois parce que chaque semaine, on attend un nouvel épisode. Et je trouve que franchement, s'il fallait désigner une série comme plaidoyer pour le modèle hebdomadaire, ce serait vraiment celle-là. Ouais, surtout que cette série spécifiquement est parfaitement adaptée à ça parce que déjà l'aspect entre guillemets un policier, mais enfin un murder mystery quoi, est parfait pour justement un format hebdomadaire parce qu'après on a une semaine pour essayer d'analyser tous les indices qu'il y a pu avoir dans l'épisode et en plus c'est une satire sociale donc forcément il y a plein de mèmes qui se créent autour des blagues qu'il y a autour des personnages et donc c'est le meilleur des deux mondes pour ce format hebdomadaire. C'est tellement plaisant de devoir attendre chaque semaine pour découvrir l'épisode et surtout d'être dans cette espèce de réaction globale sur Internet. Il y a Evan Ross Katz sur Instagram qui était déjà assez connu sur Instagram, qui est un journaliste américain qui toutes les semaines met des mèmes sur Insta et ça participe vraiment à la conversation et c'est très fun à chaque fois de découvrir ça après chaque épisode. Il y a un autre élément de la série qui est devenu immédiatement cultissime pour la saison 1 comme pour la saison 2, c'est le générique, qui est vraiment exceptionnel. Et là aussi, HBO fait toujours du très bon boulot sur les génériques. Et celui-là, il a mené à des milliards de TikTok et de réactions en ligne. Vous pouvez entendre le générique de la saison 2. Il est encore mieux que celui de la saison 1. C'est celui de la saison 1, mais sous en fait, quoi. C'est ça. En fait, ce qui était intéressant avec celui de la saison 1, c'est qu'il avait un côté très angoissant. C'est un générique qui évoquait un petit peu le côté jungle hawaïenne du cadre de la saison 1, mais qui était un petit peu décalé en fait, et on comprenait pas trop ce qui manquait dans ce générique, mais donc je trouve que ça créait très bien l'atmosphère où on est un petit peu sur nos gardes dans la saison 1. Et effectivement, dans la saison 2, il y a un côté vraiment méta où ils ont repris la même musique, mais en disant « Ok, vous allez voir, on va aller encore plus loin ». Et en plus, on va en parler plus tard, mais la saison 2 est sur le sexe. Et donc, il n'y a pas que la musique qui est vraiment géniale, mais il y a aussi le design du générique de la saison 2 qui est très, très malin et qui joue sur l'art italien et la culture italienne. En fait. C'est des fresques italiennes et qui sont en référence en plus à la Rome antique ou des choses comme ça. Il y a eu même des décryptages sur Internet sur chaque... en fait, à chaque fois qu'il y a le nom d'un acteur qui apparaît, l'animal ou la personne qui est représentée sur la fresque représente sa trajectoire, la trajectoire du personnage joué par l'acteur ou par l'actrice dans la série. Et donc, il y a eu plein de décryptages sur ça, c'est assez marrant. On vous mettra le lien du thread qui parlait de ça parce que c'est vraiment assez brillant. Il y a un reproche quand même qui a été fait à la série dès sa première saison et qu'on entend très souvent en ce moment, c'est le fait que c'est une série avec majoritairement des personnages antipathiques, voire détestables. Et donc, il y a plein de gens qui disent « Moi, je peux pas regarder une série où tout le monde est insupportable ». Qu'est-ce que tu penses de ce reproche-là ? Alors déjà, je vais dire que moi, je trouve pas que tout le monde est insupportable. Enfin, je comprends cette critique et je comprends que certaines personnes le ressentent comme ça. J'ai écouté une interview de Mike White où on lui posait cette question sur un podcast qui s'appelle The Prestige TV Podcast et où il était interviewé après la fin de la deuxième saison. Et on lui posait cette question aussi et il disait que justement, lui, quand il écrivait les personnages, il essayait de pas les rendre complètement insupportables, mais de les rendre très humains et qu'on puisse s'identifier avec des parts de leur personnalité, les trouver sympathiques et drôles par certains aspects et insupportables par d'autres. Et moi, je trouve que c'est très réussi, surtout dans la deuxième saison. Dans la première saison, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup où j'avais aucune affinité avec eux, ils me sortaient un peu par les trous de nez, tandis que là, je les aime plus.
Et c'est peut-être pour ça que j'ai plus aimé la saison 2 aussi. Donc, moi, je les trouve pas insupportables. Mais après, même la critique de regarder des gens insupportables à la télé, c'est littéralement tout le principe de Seinfeld, par exemple, qui est une des plus grandes comédies de tous les temps, et qui est sur des gens qui sont détestables et moralement vraiment pas très, très clean, quoi. Et c'est ça qui est drôle, en fait, parce que c'est une satire. Oui, et puis il y en a depuis très longtemps, en fait, des séries qui ont ce principe-là. Mais je rejoins complètement ce que tu disais en citant Mike White. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il nous montre ce qu'il y a d'insupportable chez nous. C'est-à-dire que ce que ces personnages ont d'insupportable, c'était déjà le cas avec Enlightened. C'est des choses que nous aussi, on a. Et c'est ça qui est extrêmement désagréable parfois à regarder. Et je peux comprendre qu'il y ait certains spectateurs qui n'aiment pas trop être confrontés à ça parce qu'ils nous tendent un petit peu un miroir. Dans The White Lotus, il y a quand même la richesse qui est un facteur, donc on se rapproche un petit peu de Succession. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont insupportables à cause de leurs privilèges, à cause de leur richesse. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que c'est des défauts chez ces personnages qui sont atrocement humains. Et il y en a beaucoup qu'on a aussi. Donc moi, je trouve ça assez jouissif et je pense que ça peut susciter même une introspection. Et puis après, il y a quand même un principe de catharsis très fort dans The White Lotus, puisque c'est des personnes qui, a priori, ont tout pour elles, qui sont riches et belles, et qui sont dans un cadre idyllique dont on rêve tous, en fait. On aimerait tous passer des vacances dans ces endroits-là, mais qui n'arrivent pas à en profiter pendant une seule seconde parce qu'il y a trop de malaise, parce qu'il y a des tensions entre les personnages. Et dans la saison 2, je trouve qu'ils poussent le malaise encore plus loin. Et donc, le malheur de ces personnages encore plus loin, ce qui fait qu'on a beau être sur des plages idylliques, sur des bateaux, etc. Nous-mêmes, en tant que spectateurs, on n'en profite pas trop non plus. Et les personnages passent un enfer, en fait. Ils vivent des vacances infernales. Et donc, pour moi, ça fait un effet de contrepoids par rapport au côté insupportable des personnages, parce qu'on les voit un petit peu souffrir. Oui, oui, c'est toujours plaisant. Mais de toute façon, c'est le principe de la satire aussi. Enfin, je veux dire, Veep, c'est pareil. Ce qui est marrant, c'est de voir un personnage qui est détestable et qui, en plus, ne réussit pas. Et même, si tu remontes au caractère de la Bruyère, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est les observations sur les traits grossiers et horribles des personnages et des personnes. Donc, je trouve il y a quelque chose de jouissif dans la façon dont ces portraits sont brossés de toute façon, quoi. On va rentrer dans le détail de la saison 2, qui est celle qui a été diffusée le plus récemment, qui vient de se terminer sur OCS et qui donc a raflé plein de prix aux Golden Globes. Tu l'as dit au début de l'épisode, la saison se déroule en Sicile et on a tout un nouveau cast de personnages, à part un seul qui est Tanya, qui était déjà dans le White Lotus de Hawaï dans la saison 1. À chaque fois que dans un hôtel, il y a un meurtre. C'est ça, elle sème la mort partout où elle passe. Tanya qui est jouée donc par Jennifer Coolidge. Et elle est accompagnée de son mari, qui est donc un homme qu'elle avait rencontré à la fin de la saison 1. Greg. Voilà, et donc sachez que là, on va rentrer un petit peu dans les détails de l'intrigue de la saison 2, donc si vous voulez vraiment rien savoir, on va quand même un petit peu analyser l'intrigue. Et quand on arrive à l'analyse du final, là, on vous préviendra, c'est méga spoiler. Mais voilà, si vous voulez pas être spoilé du tout, vous pouvez vous arrêter là et reprendre après. Marie. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison qui a été un petit peu critiquée par certains parce qu'on lui reprochait d'être vide? Déjà, ce que j'ai pensé de cette saison, c'est qu'elle est géniale. Ça a été une de mes séries préférées de l'année. Ça a été un bonheur de la découvrir semaine après semaine. Et j'ai préféré à la saison 1 parce que je l'ai trouvée plus drôle, plus mordante et plus sexy. La saison 1, moi, m'avait pas énormément séduite. Et c'est toujours pas le cas, en fait, alors que la saison 2, vraiment, j'ai adoré. Et je sais que oui, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que c'est vide. Je comprends pas si les gens ont regardé la même série que moi, parce que pour moi, ça n'est pas vide du tout, c'est plein. mais Bien dit. Déjà, c'est très, très bien écrit. Les dialogues sont hyper ciselé et jouissif. Et le fait que ce soit vide, ça fait partie du propos, en fait. C'est-à-dire que la vacuité des personnages et la vacuité, même parfois le fait que leur vacuité est ce qui les sert le plus, fait partie du propos de la série. Oui, c'est vide moralement, mais c'est pas vide de sens, et ce vide a un sens. Waouh, comment elle est retombée sur ses pattes. Non, mais vraiment, pour moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je comprends pas trop cette critique, en fait. Moi, je pense que je peux la comprendre, pas parce que je suis d'accord, mais en fait, j'ai été beaucoup plus séduite par la saison 1 que toi. Et j'adorais le casting, j'adore Steve Zahn, j'adore Connie Britton, vraiment Natasha Rothwell, Jake Lacey, ils étaient tous incroyables. Mais c'est vrai que dès que la saison 2 est arrivée et on a reçu les screeners en fait à l'avance des 5 premiers épisodes, et ça a été extrêmement dur de me retenir, de pas binger la série,
parce que c'était extrêmement addictif et tout de suite, je me suis dit, je pense que c'est plus intelligent que la saison 1. Alors que voilà, je partais quand même avec une haute opinion de la saison 1. Je te rejoins, je pense que celle-ci est plus complexe. Je pense pas forcément que ce soit vide moralement. Je pense que justement, il y a une espèce d'ambiguïté dans cette saison 2 que je trouve vraiment excellente. Mais je pense que Mike White est allé assez loin dans l'ambiguïté et que c'est une saison qui est plus fine que la saison 1. Je pense qu'en fait, la saison 1 était vraiment plus dans le registre de la farce. Et c'est vrai qu'en revoyant les anciens épisodes, je les trouve aussi très drôles. Mais on est à un ou deux niveaux, en fait. Alors que dans la saison 2, je trouve qu'il y a une étude de personnages qui est un petit peu plus complexe, qu'il renverse vraiment les attentes qu'on a sur tous les personnages, ou quasiment tous. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut aller au-delà des premières impressions sur les personnages de la saison 2, alors que quand on regarde ceux de la saison 1, l'impression qu'on a au premier épisode est exactement la même qu'à la fin. Il la complexifie quand même un petit peu au fil de la saison, notamment le personnage de la jeune mariée. La fin de la saison 1, pour moi, c'est elle qui l'amène et il y a un revirement de situation qui est vraiment exceptionnel et qu'elle joue très, très bien. Mais que ce soit les deux adolescentes un peu insupportables, enfin les deux étudiantes insupportables, Connie Britton, enfin tous ces personnages-là, le personnage de Tanya aussi dans la saison 1, joué par Jennifer Coolidge, ils terminent de la même manière qu'ils ont commencé dans la saison 1. Et en fait, dans la saison 2, on découvre des personnages qui sont tous assez archétypaux au début. Et je pense que pas mal de gens se sont peut-être arrêtés là. Alors qu'en fait, en creusant un petit peu, c'est parfois dans juste une expression ou une petite phrase, au détour d'une phrase, qu'on réalise qu'en fait, ils sont pas du tout ce qu'on avait pensé à la base. Je pense aussi qu'il y a un changement de thématique que les gens n'avaient pas vu venir. Et je sais que j'ai entendu un petit peu dans les critiques que j'ai vues autour de moi que la thématique apparaissait de manière moins claire dans la saison 2 à beaucoup de gens. Et donc, je pense qu'il y en a peut-être qui ont été déroutés par ça. Dans la saison 1, on avait vraiment un focus sur l'argent. C'est comme ça que l'a décrit Mike White. Et donc, les tensions de classe et les tensions raciales. On était à Hawaï avec une clientèle majoritairement blanche, des employés racisés, et des tensions entre les deux, et aussi des tensions entre les riches et les pauvres. Dans la saison 2, pour moi, il y a une réflexion qui se déplace un petit peu, qui est plus sur l'argent, en fait, et il n'y a plus de lutte des classes entre les employés et les invités. Par contre, on a une réflexion sur le désir, le sexe, et la manière dont le sexe peut être transactionnel, en fait. Oui, et puis les rapports de pouvoir dans le couple et même les rapports amoureux, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, en me lançant dans la saison 2, si vous écoutez Amis, vous savez que j'aime beaucoup les intrigues et les décrypter, mais que toi, ton fort, c'est les thématiques. Tu arrives à vraiment... tu es très bonne en philo. Et en fait, quand on a commencé à découvrir chacune sur des screeners les épisodes de la saison 2, au bout du deuxième épisode, tu m'as dit « Ah ouais, moi j'adore le fait qu'on ait changé de thématique et qu'on soit passé sur le sexisme, sur les rapports de couple et des choses comme ça. » Et j'étais là, ah ouais, j'avais pas saisi le truc. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que beaucoup de gens l'ont pas saisi tout de suite, puisque ça a été un des reproches qui a été fait à la série, c'est qu'on comprenait les thèmes qu'à la fin de la saison. Mais du coup, moi, une fois que j'avais ce prisme, parce que j'ai une meilleure amie très, très intelligente. C'est trop gentil. Mais une fois qu'on regarde la série sous ce prisme-là, tout prend sens, en fait. Oui, quand tu sais quoi chercher, tu apprécies beaucoup plus chaque l'écriture regard. Et la façon et la satire aussi. Et en fait, je pense que si tu rentres dans la saison 2 en cherchant les mêmes rapports de pouvoir et de classe que dans la saison 1, tu es forcément déçu. La série a été très critiquée en France, la saison 2. Elle n'a pas été très critiquée aux États-Unis. Au contraire, ça a été un énorme succès. Et je pense qu'en France, on a une sensibilité aux œuvres sur le rapport de classe, les rapports de classe, qui est très développée. Et je pense que c'est pour ça que la saison 1 a autant séduit aussi. Je pense que du coup, beaucoup de gens avaient été très séduits par ça dans la saison 1 et se sont attendus à ça quand on arrive en Sicile. Et c'est pas du tout ça qu'on a au final. Et donc, je pense qu'il y a eu une déception à ce niveau-là. En France, on aime beaucoup voir des Américains un peu stupides. Oui, bah oui. Il y a quand même parfois un anti-américanisme un peu primaire dans le public français. Et je pense qu'en fait, la saison 1 était plus construite pour flatter cet aspect-là de notre culture et de nos goûts. Mike White a dû écrire la série très vite et on sent que ça a été un peu écrit parfois à base de hot take Twitter. Et on avait les personnages des deux jeunes femmes étudiantes qui disaient « Mom, don't be triggered » et qui parlaient de
justement de toutes les discussions qu'il y a un petit peu sur les réseaux sociaux depuis quelques années, sur le politiquement correct, sur les social justice warriors, machin. Et je pense que la satire de ces conversations-là a énormément plu, notamment au public français et aussi au public américain, mais parce que c'est quelque chose dont il est facile de se moquer. Et je pense que dans la saison 2, on a une satire qui est effectivement plus fine et qui parle d'un sujet sur lequel on est peut-être un petit peu plus sensible. Oui, c'est plus intime. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'était mon reproche à la saison 1 quand je l'avais vu à l'époque, c'est que j'avais l'impression que ça avait été écrit pour Twitter. Mais c'est un reproche qu'on pourrait faire aussi à la saison 2 parce qu'il y a eu tellement de réactions après chaque épisode que, évidemment, ça parle beaucoup aux réseaux sociaux. Mais j'ai moins cette impression. Mike White est très bon pour parler de notre monde à nous, quoi, et de vraiment capter. Parce que je trouve que c'est pas fait comme, par exemple, And Just Like That, qui essaye de capter le zeitgeist, mais qui tombe totalement à côté de la plaque et qui prouve que c'est des gens de 70 ans qui essayent d'écrire pour un public de 20 ans. Alors que là, Mike White, il est très fort pour justement dénicher un peu les trucs qui occupent, en tout cas, le public qui vise, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les bobos et les gens qui aiment bien consommer. Oui, qui sont connectés. Voilà, les séries HBO, quoi. Et donc, je pense aussi que dans cette saison 2, l'objectif, c'est pas forcément de satiriser les ultra-riches comme la saison 1. On parle beaucoup moins d'argent, ou en tout cas pas de la même manière. Et c'est plus de nous mettre face à nos propres contradictions et nos propres jugements, y compris sur les personnages qu'on est en train de voir. Quand on commence, par exemple, il y a ce duo de couple et on est un petit peu tous, je pense, automatiquement du côté du couple de Ethan et Harper. Bah, évidemment. Elle est avocate et elle s'occupe du droit du travail, je crois. Donc, du harcèlement, des cas de harcèlement au travail. Lui, c'est un mec de la tech, mais qui, pendant des années, on comprend qu'il a lutté jusqu'à ce qu'il trouve un truc génial et il est devenu riche très récemment. Ils sont tous les deux à gauche, ils sont impliqués dans la politique, alors qu'ils sont en vacances avec un couple où le mec travaille dans la finance et c'est un requin. Il est horrible. Hein. Bon, enfin, il est magnifique, mais il est horrible. Ouais. Et sa femme ne se souvient plus si elle a voté aux dernières élections, qui sont quand même les élections où Donald Trump était en lice pour rester président quand même. Dès le départ, la série nous place plus du côté du couple de Ethan et Harper, qui sont le couple qui est riche mais intellectuel, qui essaye de rester connecté à ses racines malgré la nouvelle richesse qu'ils viennent d'acquérir. Et qui sont pas blancs aussi. Ouais, c'est ça. Ils disent qu'ils sont white passing, mais en fait, ils sont racisés. Il y a cette conversation très drôle où ils disent « Mais vous faites quoi Enfin, si vous regardez pas les infos, ils disent « Oh, bah, je sais pas, on regarde Ted Lasso. » On adore Ted Lasso. Et vous faites quoi? Et Ethan et Harper, ils sont là, bah, nous, on regarde des documentaires. Et on sent que c'est vraiment un peu le couple chiant, en fait. Mais auquel nous, on s'identifie parce qu'on veut se sentir rassuré en se disant, bah, nous aussi, on serait comme ça si on était méga riche. On regarderait quand même des documentaires et on serait un peu intello et on lirait des livres au lit le soir. Oui, mais c'est un couple qui, moralement, est décrit à la base comme bon. Voilà. Et en fait, bon côté de l'histoire, quoi. Exactement. Et c'est pas forcément renversé au fil de la saison. Et c'est ça qui est très bien, c'est que c'est toujours le cas à la fin de la saison. Par contre, le couple en face de Daphné et Cameron, qui sont vraiment montrés comme, effectivement, le couple de la vacuité absolue, qui sont hyper sexy, mais ne s'intéressent pas du tout à l'actualité ou à la politique, et sont très autocentrés. En fait, se révèle, en tout cas, Daphné beaucoup plus altruiste et plus intelligente que ce qu'on aurait pu croire au début. Et c'est vraiment fait de manière progressive, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de grande scène de révélation qui dit « Ah, vous pensiez que juste parce que c'est une blonde magnifique, alors que Harper, c'est la brune jouée par Aubrey Plaza, qu'elle était complètement creuse. » C'est juste que progressivement, dans les conversations, on se rend compte que déjà, elle mentionne une amie auprès de qui elle est souvent parce qu'elle a un enfant qui est en difficulté et qu'elle l'aide souvent. Elle mentionne qu'elle donne beaucoup d'argent à des œuvres caritatives. Bon, elle le fait souvent quand elle est bourrée, qu'elle a bu trop de vin, mais bon, pourquoi pas, c'est quand même sympa. Et elle montre qu'elle est en fait assez altruiste et qu'elle a aussi une compréhension très fine de ce qui se passe dans son couple et de ce qui se passe autour d'elle, alors que justement, on pourrait penser qu'elle est totalement aveugle, et c'est pas du tout le cas. C'est ça qui est intéressant avec elle. Moi, c'est marrant, j'avais pas forcément relevé les petits moments où elle parle justement d'aider son amie ou des choses comme ça. Moi, le moment où j'ai eu un truc où je me suis dit waouh, Daphné, mais c'est un super personnage, c'est quand elles partent avec Harper, elles partent en excursion, Harper un peu malgré elle, hein, dans une petite ville de Sicile où Daphné a loué une villa sans le dire à Harper pour la nuit. Et il y a un moment en fait où Daphné lui fait un espèce de monologue sur la solitude des hommes. I'd hate to be a man, honestly. Just be so lonely. I mean, they're so competitive. It's like, can they even be friends with each other? I feel sorry for men, you know? It's like, they think they're out there doing something really important, but really they're just wandering alone. D'un coup, elle te sort un truc, elle a l'air complètement superficielle, c'est l'image que t'as d'elle, quoi. Superficielle et hors sol, et elle te sort une analyse sur la masculinité toxique. Au final, c'est ça, en fait, hein. C'est-à-dire, elle décrit de façon assez simple et sans mettre des mots, justement,
de militants sur ça, mais elle décrit la compétition permanente entre les hommes et le sentiment de solitude qu'ils doivent avoir. Oui, elle dit ça devrait être triste d'être un homme parce que je me demande s'ils ont des amis ou des personnes à qui ils peuvent parler. Et elle a ce monologue et c'est très fin. Megan Ferry, qui joue le rôle, qui était dans The Bold Type, elle est absolument stupéfiante dans ce rôle. Ça a été d'ailleurs une des révélations de la saison et tout le monde en a parlé sur Internet. Mais vraiment, ce moment, et il y en a d'autres après au fur et à mesure de la saison, on comprend aussi qu'elle n'est pas du tout dupe, elle sait très bien. Parce que son mari, pour le coup, bon, lui, il n'a pas de revirement, ça reste un connard, quoi. Ouais. Mais on comprend très bien qu'elle a une philosophie de vie qui fait que, bon, elle est quand même mariée avec un connard, donc mais qu'elle a décidé de ne pas être victime et elle le dit même plusieurs fois, elle est très consciente, en fait, des travers de son couple, des travers de son mari et elle est aussi consciente qu'elle ne veut pas se plaindre, en fait. Elle n'est pas là pour s'apitoyer sur son sort. Et il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans, qui est surprenant quand on voit son personnage et qui va aussi influencer l'autre couple qui, sous ses airs, justement, leur côté très moral qu'ils gardent jusqu'à la fin. En fait, il a un travers dans leur couple, c'est qu'ils sont pour l'honnêteté absolue ou des choses comme ça, alors qu'au final, ils se cachent énormément de choses l'un à l'autre sur l'état de leur couple. Et ils vont un peu absorber cette philosophie et en sortir plus heureux, en fait, dans leur relation. Ce que je trouve intéressant aussi avec toute cette vision de « je ne suis pas une victime » du personnage de Daphné, c'est qu'au final, c'est pas non plus présenté comme quelque chose d'empouvoirant, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quand même parfois assez triste dans la manière dont elle en parle. Il y a un moment où elle dit « je suis pas une victime » et il y a un moment plus tard, dans le final, on en reparlera, qui est une des scènes les plus puissantes du final, et où elle dit « je fais ce que je peux pour ne pas avoir l'impression d'être une victime ». Ouais. Et donc, en fait, c'est encore plus complexe que ça, c'est-à-dire que je pense qu'elle sait qu'à certains moments, elle l'est, et qu'elle est impuissante, mais elle fait tout ce qu'elle peut pour mener sa vie de manière active et ne pas se laisser abattre quand son mari se comporte de manière irrespectueuse avec elle ou la trompe dans son dos, etc. Et donc, j'aime beaucoup ça parce que c'est pas non plus un truc de justement « je suis pas une victime, j'en ai rien à foutre ». C'est vraiment beaucoup plus fin que ça. Et il y a une mélancolie un peu dans ce personnage aussi, mais qui passe parfois très vite dans son regard. Et puis, en fait, elle trouve le moyen de, en 10 secondes, annuler un peu ça et dire « bon, allez, je passe à autre chose, c'est pas grave ». Et donc, je sais pas si sur le long terme, c'est très sain, c'est-à-dire que c'est une bonne dose de déni qui est appliquée à sa vie. Mais il y a un côté vraiment hyper intéressant là-dedans. Et c'est un personnage qu'on peut très vite balayer du revers de la main au début de la saison en disant « bon, ok, on a compris, c'est la blonde un peu bête qui ne sait plus si elle a voté ». Et en fait, non, c'est un des personnages les plus fascinants de la saison. Sur cette scène, dans le final, sans spoiler, il y a aussi une phrase qu'elle dit où elle dit parfois c'est bien de pas tout savoir sur l'autre personne. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans parce il y a un discours autour de l'honnêteté absolue et de la transparence absolue qui est très présent ces dernières années, surtout autour de la santé mentale. Et ça peut être très positif de se révéler, de communiquer, d'échanger sur ces questions. Mais il y a aussi parfois justement une pression à la transparence et une pression à tout dire et tout révéler de soi-même. Et cette espèce de philosophie qu'elle a de dire que parfois, en fait, de toute façon, elle dit pas ça exactement, mais enfin, moi, j'extrapole, hein. Mais de toute façon, tu ne sais jamais totalement avec qui tu es, tu ne sais jamais totalement avec qui tu partages ta vie. Et c'est OK d'accepter ça aussi et de prendre ce risque. Cette scène est vraiment magnifique. Et sa philosophie à elle est beaucoup plus, profonde que ce qu'on attend d'un personnage comme ça. Et ça, j'ai vraiment adoré. Je trouve aussi que cette scène-là et cette réplique-là illustrent parfaitement le propos même de Mike White dans cette saison 2. Pour moi, c'est une saison qui est sur l'incertitude et justement sur le fait qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Et en fait, on pourrait dire que c'est une série qui est gros sabot, mais en fait, moi, je trouve que c'est l'inverse. Et surtout dans la saison 2, au final, il y a pas mal de rebondissements, mais il y a aussi plein de choses qui sont laissées totalement dans le noir, y compris à la fin du final. Il y a plein de choses qui ne seront jamais élucidées et on n'a pas vraiment besoin de les savoir. Et en fait, c'est peut-être mieux de ne pas tout savoir. Ouais. Et je trouve que ça, c'est extrêmement malin. On va passer en revue le reste des personnages. On a déjà bien parlé des duos de couple. Juste sur le duo de couple, un dernier point. Ils apportent quelque chose à la série qu'il n'y avait pas dans la première saison, selon moi. C'est un niveau de sexy, quand même. C'est clair. Parce qu'il y a une tension sexuelle qui est tout le temps présente entre eux. Et une notion un peu de danger où on ne sait pas ce qui va se passer et qui va tromper qui avec qui.
Et ça tient en haleine et ça apporte vraiment quelque chose pour moi. En tout cas, c'est un des trucs qui m'a vraiment séduit dans cette saison de façon beaucoup plus basique que l'analyse psychologique des personnages. Oui, non, mais t'as raison de le mentionner. C'est vrai que ça rajoute un côté vraiment sexy à cette saison 2. Et en parlant du personnage de Cameron, qui est joué par Theo James et qui est magnifique, mais un connard, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que par rapport au personnage de Shane, qui était vraiment le gros connard de la saison 1, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin, où tu le dis, effectivement, à la fin de la saison, il n'a pas vraiment changé, où on n'a pas eu un revirement d'opinion sur lui. Mais il a quand même des moments qui sont, je trouve, assez appréciables, où son personnage est plutôt sympathique, ce qui n'était pas du tout le cas avec le personnage de Jake Lacy dans la saison 1. Là, on a quand même, je pense qu'on a baissé de quelques degrés dans la connaritude, et je trouve que c'est plus appréciable. On a 3 autres hommes qui, eux aussi, sont des degrés différents de connaritude. Et encore une fois, je trouve que c'est bien plus fin que ce qu'on a vu dans la saison 1. C'est un trio familial, les Di Grazzo. On a le grand-père, le père et le fils, qui sont venus en Sicile puisqu'ils ont des origines siciliennes et ils veulent revenir un petit peu à leurs racines. Ça se passe pas très bien. Voilà, c'est ça. Spoiler, ça se passe pas comme ils l'avaient prévu. Et en fait, on leur dit que les hommes, on en a rien à foutre. Et je trouve que cette scène est assez jouissive et illustre aussi très bien le propos de la série. We are your cousins from America. My mother was from Testa dell'Acqua. From here. Itamine! Fuori da me casa, non me conosco! Itamine, fuori da me casa, non me conosco! Fuori! Itamine, non sappiamo niente, non conosciamo a nulla, dobbiamo andare, va bene? Te non capiamo niente. No, we come in peace. Ciao! No, we're related. Non We're conosciamo a related. nulla. We should go. Let's go. Ciao! Sorry, guys. Donc le grand-père, c'est un peu un harceleur sexuel. Enfin, vieille génération, quoi. Voilà, c'est ça. Il est joué par... C'est limite le moins dérangeant, au final. Parce qu'au moins, c'est totalement... le plus honnête avec son harcèlement sexuel, en fait. C'est totalement le moins dérangeant, parce que c'est F. Murray Abraham, qui déjà est un acteur incroyable. Il joue dans Amadeus et dans Homeland aussi. Et... Oui, c'est Daradel. Son personnage, oui. Enfin bon, c'est le genre de connard de la vieille génération où c'est tellement inscrit dans leur ADN que tu peux pas vraiment leur reprocher, tu vois. C'est un Italo-américain qui a passé toute sa vie à mater des culs et qui est totalement open sur le fait que dès qu'il voit une jeune femme, il est tout le temps en train de... Enfin, il est horrible et il met mal à l'aise, évidemment. Mais il y a une honnêteté dans son harcèlement, comme tu dis, qui a le mérite d'être là par rapport à son fils et son petit-fils. C'est ça que je trouve vraiment génial, c'est qu'on a l'impression que c'est une étude de comment le patriarcat et le sexisme n'ont pas du tout changé. La seule chose qui a changé, c'est la manière dont on le maquille. Et donc, en fait, on a ce personnage du grand-père qui était infidèle avec sa femme et qui ne s'en cachait pas du tout, visiblement. Et on a donc son fils, qui est joué par Michael Imperioli, que j'adore, qui était dans Les Sopranos. Voilà, Christopher dans Les Sopranos, et qui donc lui aussi est infidèle avec sa femme, mais qui a essayé de le cacher et ça s'est un peu retourné contre lui. Et il y a son fils qui, lui, est un grand protecteur des femmes. Mais en fait, ils sont tous absolument sexistes et assez irrespectueux avec les femmes. C'est juste que de génération en génération, ils ont appris à dire ce qu'il fallait dire pour passer pour un mec respectable. Le personnage de Michael Imperioli, en plus, on le découvre dès le début de la saison. Il a embauché une prostituée dès son arrivée en Sicile, alors qu'il s'est fait jeter par sa femme parce qu'il l'avait trompée et qu'il essaie de se rattraper auprès de sa femme. Mais il a quand même recruté une prostituée avant même de mettre le pied sur le sol italien. C'est clair. Donc il est assez incroyable et il est assez horrible aussi. Et son fils, ce qui est intéressant, c'est que c'est le prototype du nice guy. Donc c'est vraiment le mec qui a été éduqué aux idées féministes, qui est allé à Stanford, qui est woke. Qui est hyper propre sur lui, qui porte des petites chemises. Qui est très mignon, voilà. il est beau. C'est marrant parce qu'en même temps, il a une humilité très calculée. C'est-à-dire qu'il mentionne qu'il a été à Stanford dès la première conversation avec quelqu'un qu'il rencontre. Hein. Mais en même temps, il va prétendre... oui, les mecs, c'est vraiment tous des connards, c'est vraiment horrible. Non, et puis surtout, moi, j'adore ce moment parce qu'il fait semblant d'en avoir honte. Et franchement, j'ai tellement fait ça quand on me demandait où j'avais étudié et que je disais Sciences Po, mais en même temps, en ayant un peu conscience du fait que je voulais pas me vanter. Et donc, j'adore ce truc parce que ça aussi, c'est extrêmement bien satirisé de la part de Mike White, quoi. C'est-à-dire que oui, il est totalement... Enfin, il fait partie de l'élite intellectuelle américaine, mais il faut pas trop qu'il s'en vante, quoi. Il en a totalement conscience. Et
Et en fait, lui, dès le début, drague, mais pas lourdement, parce que surtout pas, hein, voilà. Non. Mais en même temps, il est à fond sur une jeune Américaine qu'il a croisée, Portia. Et plus tard, il va avoir une autre histoire avec une Sicilienne, une prostituée sicilienne. Et il a vraiment... C'est marrant parce qu'il se perçoit comme un nice guy, mais on va en parler dans le final. De toute façon, il est insupportable, en fait, dès le début. Il est limite pire... parce que justement... Pour moi, c'est le pire de toute la saison 2. Je le hais. Et je pense que c'est celui qui représente la plus grosse menace pour les femmes et l'humanité. Exactement. Vraiment, Albie, je le déteste. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'au début, on le voit comme un nice guy et lui se voit comme un nice guy. Mais en fait, je trouve que Mike White a très bien capté ce qu'il y a de dérangeant dans ces profils-là. Et d'ailleurs, on a déjà fait des blagues sur le fait que, par exemple, quand tu vas sur une appli de rencontre et que tu vois qu'un mec a mis dans sa bio qu'il est féministe, tu le zappes direct. Parce qu'en fait, c'est limite devenu un red flag maintenant, parce qu'on se dit, pour qu'un mec dise ça, c'est qu'il l'est pas du tout, quoi. C'est ça le travers, c'est que il essaie d'utiliser le féminisme et ce militantisme pour choper des meufs. Et c'est vraiment ça, mais il se l'admet même pas à lui-même, c'est ça qui est horrible. Et il pense qu'il est au-dessus justement de son père moralement, au-dessus de son grand-père, il lève tout le temps les yeux au ciel quand il est en face d'eux et quand il voit leur attitude, mais il les vaut totalement. Mais ce qui est marrant, c'est que par exemple, ma mère, quand elle a vu la série, l'a trouvé très mignon et très gentil. Non, c'est ça. Et en fait, j'ai vu d'autres personnes qui me disaient « Oh, il est trop mignon ». Et donc, je pense que sur le truc qui a pas marché dans la saison 2, c'est que c'était peut-être trop fin ou, enfin, tu vois, écrit trop finement pour certaines personnes. Sur un personnage comme celui-là, c'est pas une question tant de finesse, c'est une question aussi de familiarité avec ce prototype. C'est-à-dire que quand t'as croisé assez de mecs qui justement utilisaient le féminisme et utilisaient, je mets des gros guillemets, le wokisme pour se positionner comme un mec pas comme les autres, et pour en faire un atout de séduction, et que tu as découvert ce qu'il y avait derrière ça, tu sais tout ce que ça charrie, et il y a un côté repoussoir et red flag, comme tu dis, qui est très fort. Et je pense que quand tu fais pas partie de notre génération et que t'as pas justement été en contact avec des mecs qui se réclamaient du féminisme comme ça, c'était pas du tout le cas dans la génération de ma mère, par exemple, tu les repères peut-être moins bien, quoi. On va parler de Portia, qui est l'assistante de Tanya. Tanya, donc Jennifer Coolidge. Portia, qui a été amenée un peu dans ce voyage, mais qui ensuite doit rester dans sa chambre, parce que Tanya veut rester avec son mari. Parce que son mari ne veut surtout pas que son assistante soit présente. Voilà. On va découvrir pourquoi au fil de la saison. Mais oui, donc elle a été ramenée là, et Portia, c'est une jeune Américaine de la même génération qu'Albi, mais moins privilégiée, mais qui, quand elle parle d'Albi, elle dit « Il est sympa, il est bien, il a fait Stanford, et puis en plus, il est même pas non-binaire. » Donc, c'est une meuf qui vit à San Francisco et qui s'habille n'importe comment, mais en même temps, qui est très TikTok, en fait. Je sais pas comment. Oui, non, mais en fait, quoi. Pour moi, c'est ça qui est hilarant, c'est que c'est une représentation totalement caricaturale, mais en même temps, ça fonctionne, d'une jeune milléniale paumée. Et je sais même pas si c'est millénial, en fait. C'est peut-être la génération d'en dessous, mais c'est quoi la génération Z. Une Gen Z. Mais en fait, pour moi, ces tenues, vraiment, c'est juste, elles portent que des tenues hyper criardes qui sont absurdes. Avec un mélange. Mais rien ne va ensemble, en fait. C'est vraiment, et c'est toutes les couleurs les plus laides que tu peux trouver sur la palette des couleurs. Et elles portent toujours des bobs, ce qui est un truc de cette génération-là. Je suis désolée, ils adorent les bobs. Non, mais c'est que des trucs moches. Enfin, moi, vraiment, quand je la vois, elle s'habille exactement. Mais vraiment, je vous jure, exactement. Comme moi, quand j'étais en 6e. En 2001. Et en fait, c'est ça le problème de cette génération, c'est qu'ils s'habillent comme nous, on s'habillait quand on n'était pas cool. Sauf que pour eux, maintenant, c'est cool. Et donc oui, elle a des grosses chaussures à plateforme, genre blanches à scratch. Dans la première scène où elle arrive, elle a un tricot vert pomme à manches courtes, en Sicile en été, avec un short en jean. Elle a les ras de cou, là, oui, comme on mettait, nous, quand on était au collège. Et elle a un sac à dos en macramé. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va dans ce personnage. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une espèce de vomi vestimentaire permanent, mais qui illustre, en fait, à l'extérieur, ce que toute notre génération et les gens un peu plus jeunes que nous ressentent à l'intérieur. C'est-à-dire une confusion totale, une perte de repères, et vraiment un désir d'appartenance très, très fort, mais en même temps, où on sent qu'on est flingué pour la vie, quoi. Et je trouve que ce personnage est vraiment bien écrit parce qu'elle représente ça. Et là, pour le coup, on sent que ça a été écrit peut-être par un homme un petit peu plus âgé, mais c'est quelqu'un qui erre totalement dans sa vie, qui sait pas ce qu'elle veut et qui a l'esprit qui a été complètement bouffé justement par tous les discours woke, entre guillemets, et qui sait pas du tout où elle veut aller, qui a un boulot de merde, avec plein d'avantages en nature qui sont cool, mais qui en fait ne lui rapportent aucun argent et aucune sécurité. Enfin, vraiment, je trouve que c'est génial, quoi. Pauvre Portia. La plus à plaindre, c'est vraiment Tanya, même si Tanya
Tania la martyrise un peu. Ouais. Mais oui, Tania, là, elle pense qu'elle va passer une super semaine avec Craig en Sicile et il l'abandonne au bout de 2 jours. Mais elle voulait vivre son rêve Monica Vitti, mais on va pas en dire plus avant de parler du final. Non, c'est ça. Le seul truc que je veux dire sur le personnage de Tania, c'est que je trouve que Mike White est allé encore plus loin dans l'écriture de ce personnage-là, qui était hilarant dans la saison 1 et elle l'est toujours dans la saison 2, mais elle a plus de complexité, je trouve. Oui, elle est émouvante. Ouais, et il y a vraiment des moments où, pareil, en fait, on trouve quand même une intelligence chez elle qui est surprenante, parce que c'est un personnage qui est quand même assez bête. Et qui arrive parfois tard, un peu trop tard. Voilà, c'est ça. Mais elle a des espèces d'éclairs de génie où tu te dis, ah ouais, et de compassion envers Portia, par exemple, où elles ont une complicité, les deux. Elle se reconnaît en elle. Voilà, et donc ça, je trouve que ça complexifie vraiment le personnage, parce que c'est en même temps comme elle l'avait fait avec le personnage de Natasha Rothwell dans la saison 1, c'est-à-dire qu'au final, elle abuse totalement des gens parce que elle achète un peu l'affection des gens voilà, autour d'eux et elle pense que tout le monde est son employé. Mais en même temps, elle a une véritable affection pour ces gens-là. Surtout, ce qui est très émouvant chez Tania, c'est qu'elle est désespérée d'être aimée, en fait. Même son mari, qui la traite comme de la merde, elle est tout le temps en train d'obséder à l'idée de est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'a... Elle est jamais dans une rébellion. Et justement, le truc de Daphné qui dit « je veux pas être une victime, je fais tout ce que je peux pour pas être une victime », Tania, c'est l'exemple opposé de ça. C'est-à-dire que Tania, c'est l'incarnation de la victime. Et elle ne se libère jamais de ça parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'être aimée. Et après, il y a aussi tout un casting de personnages italiens, qui sont donc les locaux, qui gravitent autour de l'hôtel ou qui travaillent dans l'hôtel. Et on a donc 2 personnages de jeunes femmes italiennes, Mia et Lucia, qui se prostituent dans la série. Il y en a une qui a l'air de faire ça plus couramment. Et il y en a une qui le fait couramment et l'autre qui le fait pas du tout au début. On a Lucia qui est donc celle qui a été embauchée par le personnage de Michael Imperioli pour coucher avec lui pendant son séjour. Et en fait, sa meilleure copine, Mia, elle est montrée un peu plus comme une sainte ou en tout cas un personnage qui est un peu plus prude par rapport à ça. Elle a le cœur brisé. Mais en fait, très rapidement, elle exprime une curiosité par rapport à ce que fait Lucia. Le travail du sexe. Et elle rentre là-dedans, elle aussi, quoi. T'en as pensé quoi de ces 2 personnages? Parce que moi, j'avoue que c'est une des parties qui a le moins fonctionné sur moi, en tout cas quand je lisais un peu en ligne ce qui était dit sur elle. Moi, émotionnellement, elles m'ont pas énormément touchée, mais intellectuellement, j'aime beaucoup ce que Mike White a fait de ces personnages-là et du fait que c'est peut-être celles qui ont le rapport le plus honnête au sexe et au désir dans la série, justement. Ah, moi, je les adore. Elles ont une audace et elles ont peur de rien un peu. Et justement, elles ont une honnêteté dans leur relation avec les gens autour et dans leur pouvoir de séduction, même si elles sont malhonnêtes à plusieurs reprises, qui les rend hyper sympathiques. C'est ce que tu disais au début sur justement ces personnages qui sont antipathiques et qu'on aime un peu voir souffrir. Elles, justement, elles les arnaquent en fait. Et donc, il y a un côté très plaisant à voir ces 2 meufs qui sont un peu dans la débrouille, qui ne sont pas riches du tout et qui arrivent à mener tout le monde par le bout du nez et à en sortir gagnantes. Et moi, j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. Et surtout qu'il y avait un truc dans la saison 1 qui avait été pas mal critiqué. Il y avait les locaux de la saison 1, en plus, bon, il y avait un aspect aussi de relations raciales dans le discours à ce niveau-là, mais était quand même assez maltraité dans la série. Et là, les Italiens de la série, et elle en particulier, sont un peu les maîtres du jeu, quoi. Et j'ai trouvé ça très plaisant. En fait, c'est ça que j'aime bien dans la manière dont le travail du sexe est représenté à travers ces 2 personnages, c'est que c'est montré de manière assez décomplexée et de manière assez naturelle, en fait. C'est pas du tout montré comme quelque chose de particulièrement sordide, ou pas plus sordide que ce qui se passe dans tous les couples autour, en fait, dans l'hôtel, quoi. Effectivement, elles arnaquent un peu tout le monde, mais en même temps, c'est fait avec une telle douceur. Enfin, c'est pas non plus caricatural dans le côté, c'est les meufs badass qui, tu vois, viennent avec un plan et le plan d'arnaquer les riches. Puis même leur entraide entre elles et leur solidarité et leur amitié, c'est l'une des relations les plus saines et les plus généreuses et les moins intéressées enfin même voir la relation de toute la série, quoi. Et il y a Valentina, que personnellement, j'aime beaucoup, qui est jouée par Sabrina Impacciatore et qui est vraiment géniale dans la série. Elle joue la réceptionniste et un peu la gérante, la gérante de l'hôtel qui est postée à la réception et qui ne sait pas du tout comment se comporter avec des clients puisqu'elle met toujours les pieds dans le plat et elle est assez insultante en fait avec les clients. Elle a la meilleure réplique de toute la saison qui a apparemment été improvisée, où Tania pose devant une Vespa et Tania est en train de vivre son rêve où elle veut ressembler à Monica Vitti. Bon, c'est pas très... C'est pas un énorme succès et du coup elle lui dit... Et elle est habillée toute en rose. Voilà, elle est habillée en rose de la tête aux pieds. À Valentina, elle lui dit... Guess who I am?
À qui je ressemble? Elle a une cigarette et Valentina la regarde et dit Peppa Pig. Donc Peppa Pig, donc le petit cochon du dessin animé pour enfants. Et c'est incroyable. Ouais, et quand Tania lui répond, on lui dit mais non, Monica Vitti, elle dit ah ok, ouais, bon, ok. Non, c'est ça. En fait, elle a pas de filtre et elle est vraiment géniale. Et je trouve que là aussi, léger spoiler, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui se dégage d'elle à peu près à la moitié de la saison où elle aussi, en fait, on comprend qu'elle a des rapports un peu gênants avec une de ses employées. Et donc, au tout début de la saison 2, moi, je me disais, c'est vraiment sur le sexe et les rapports de genre, en fait, les rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Et il y a un peu de ça. Mais je trouve que c'est malin aussi avec le personnage de Valentina de montrer qu'il y a aussi des femmes qui peuvent se montrer assez gênantes avec leurs employés. Là, en l'occurrence, avec une autre femme. Donc, on n'est pas juste sur les hommes contre les femmes. Oui, bien sûr. Dans chaque saison, il y a une intrigue criminelle. Et donc, tu l'as dit, un murder mystery au début. Et on ne sait pas à la fois qui est mort et qui a tué la personne ou si la personne a été tuée. Qu'est-ce que tu penses de cet élément ? C'est marrant parce que pour en avoir discuté avec plusieurs personnes qui ont été déçues, par exemple, par le final, parce qu'ils ont été déçus par la révélation, moi, je n'en attends absolument rien de cette intrigue. Pour moi, c'est juste une excuse et c'est marrant, en fait, d'avoir un fil conducteur où tu te demandes ce qui s'est passé. Mais pour moi, cette série n'est pas une série policière, quoi. Le cœur de la série, c'est pas cette intrigue. Donc ça fonctionne pour moi, mais c'est pas pour ça que j'aime cette série, quoi. Je suis complètement d'accord. Je pense que surtout quand on voit un peu le CV de Mike White, il comprend très bien ce que recherche le public et comment tenir un peu le public dans le creux de sa main. Mais ces intrigues-là sont clairement un cheval de Troie pour démarrer une série. Et donc c'est même un clin d'œil en fait sur le fait que maintenant on peut pas démarrer une série sans une espèce de teaser au début et ensuite voilà ce qui s'est passé 3 mois plus tard, ou enfin c'est ce qu'on avait vu dans Breaking Bad aussi. Je trouve que c'est très malin en fait parce que ça a même un petit côté méta. Et dans la saison 1, spoiler, mais quand il y avait eu la révélation, c'était extrêmement drôle parce que là c'était vraiment, je vous ai tous bien eu quoi. C'est quand même une histoire de caca dans une valise qui a propulsé ce meurtre et toutes les personnes qu'on imaginait être tuées étaient en fait saines et sauves à la fin de la série. Ils se moquent bien de nous avec le personnage de Greg qui a plein de quintes de tout dans le final de la saison 1 aussi. Donc pour moi c'est juste Mike White qui s'amuse avec nous. Et donc, quand la saison 2 a commencé comme ça, je me suis dit, je m'en fous, comme toi, parce que je me suis dit, ça va être exactement pareil, ça va complètement tomber à l'eau. Et je trouve qu'il en a fait quelque chose d'encore plus malin avec la saison 2. Très rapidement, avant qu'on passe à la partie spoilerifique sur le final, c'est qui ton personnage préféré de la saison 2 ? C'est Daphné. Et toi ? Je pense que c'est Tania. T'as un MVP ou pas ? MVP, je pense que c'est Lucia, mais on va en parler. Et toi ? Moi, mon MVP, c'est Salvatore, l'employé de la piscine qui est mis à la réception et qui parle comme ça tout le temps. Et qui est juste très drôle dans les 3 scènes qu'il a. Et avec quel personnage tu partirais en vacances ? Daphné, je pense. Je pense qu'elle est fun, tu vois. Elle veut juste se faire masser par des sosies de Timothée Chalamet. Elle veut louer des villas hyper chères. Le truc qui est bien avec Daphné aussi, c'est que tu sens qu'elle est généreuse avec son argent. Tandis que les prostituées, elles ont l'air fun. Tu sens que tu t'amuses. Mais si c'est pour rentrer dans le game aussi, moi, ça me va pas. Tandis que Daphné, tu sens que t'es entretenue. Et qu'en plus, elle n'a qu'une envie, c'est avoir une amie femme qui ne sera pas dans la rivalité avec elle, ce qu'elle n'arrive jamais à trouver. Et moi, je suis là. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que je serais dans la rivalité avec elle et que ça me saoulerait. Donc, moi, je préférais partir en vacances avec Michael Imperioli. Parce que, bon, il a trompé sa femme, je m'en fous. Il a l'air fun, il est riche. Il peut m'entretenir aussi bien qu'il entretient les prostituées dans cette saison. Il a pas l'air fun, il a l'air un peu dévoré par la culpabilité quand même. Ouais, mais du coup, il m'emmerdera pas tout le temps. Je pourrais lire mes bouquins tranquilles, tu vois. Ouais, t'as raison. On a déjà beaucoup parlé, mais il faut quand même qu'on débriefe un petit peu ce final qui faisait pour moi partie des meilleurs épisodes de l'année. Déjà, il y a le twist, le fameux twist. On découvre qui est mort et dans quelles circonstances. R.I.P. Tania. Mais c'est pas qu'elle qui est morte. Elle a tué tout le monde avant de mourir. C'est ça, elle les a emportés dans sa chute. En fait, au fil de la saison, il y a un groupe d'hommes gays britanniques et français. Il y a le mec qui joue dans Emily in Paris, qui fait partie de ce groupe. Et il y a le mec qui jouait dans Tom Hollander, qui jouait donc dans Orgueil et Préjugés. Pour ceux qui écoutent Ami, c'était Mr. Collins. Dedans, il joue un mec qui est complètement fan de Tania et qui la séduit et qui la séduit de façon platonique, mais qui lui dit « t'es fabuleuse ». Il l'invite dans sa baraque à Palerme. Et en fait, il se trouve que c'est l'ancien amant de Greg, le mari de Tania, qui, selon le contrat de mariage, ne peut toucher aucun argent s'il divorce, mais qui peut toucher toute la fortune de Tania, parce qu'elle est très fortunée, si elle meurt. Et donc, elle se retrouve sur un yacht avec ce groupe d'hommes gays qui la flattent tout le temps, mais qui en même temps s'apprêtent à la tuer. Et elle comprend, parce que Portia a été un peu éloignée et a aussi un peu compris, enfin elle s'appelle et elle comprenne.
Et là, il y a une scène absolument incroyable. Enfin, il y a plusieurs scènes absolument incroyables. Il y en a beaucoup, ouais, mais en gros, elle comprend au téléphone avec Portia ce qui est en train de se passer et elle panique. Elle va s'enfermer dans la chambre avec le sac que la personne qui était sans doute censée la tuer avait emporté. Et dedans, elle trouve une corde et un flingue. Donc, elle se dit, bon, c'est mal barré pour moi. Et en fait, elle panique et elle tue les gays. En fermant les yeux. C'est vraiment la performance de Jennifer Coolidge dans cette scène est exceptionnelle. C'est à la fois terrifiant et absurde et hilarant. Et ce que j'aime beaucoup avec tout ça, c'est que en fait, c'est quelque chose qui a été perçu assez rapidement dans la diffusion de la série. Au bout de quelques épisodes, il y a eu des théories sur le fait que c'était quand même bizarre la manière dont Greg se comportait. Il y avait des indices qui pointaient vraiment dans cette direction-là. On sentait qu'il y avait quelque chose de sinistre avec les personnages gays. À la fin de l'épisode 5, il est révélé que donc le personnage de Tom Hollander n'est pas l'oncle du mec british, mais que en fait c'est un gigolo qu'il a embauché. Et donc on comprend qu'il nous ment, qu'il a une obsession un peu bizarre pour Tanya, qui parle beaucoup d'argent, tout ça, et qu'il pourrait connaître Greg. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec la révélation, c'est que ça va exactement là où on s'attend, puisque ça fait plusieurs épisodes qu'on comprend que c'est sans doute là que ça va aller. Et en fait, Mike White joue sur ça, c'est-à-dire que pendant tout le final, on se dit « mais c'est pas possible que ce soit ça », alors qu'on s'était dit que ça serait ça. Et c'est joué de manière très intelligente, je trouve. C'est à la moitié de l'épisode qu'il y a la révélation et le coup de fil entre Tanya et Portia. Portia? Yeah. Yeah, I feel like something bad is happening. What do you mean bad? I don't know. I just have this really weird feeling that something bad is gonna happen. The prenup. The prenup. The prenup. What about the prenup? If we divorce... He gets basically nothing. But if what? If I Die? Oh my god. Tanya? Oh my god. On est déjà très stressé à ce stade-là, et ensuite on continue à être stressé parce qu'on se dit c'est vraiment ça, mais comment elle va faire pour s'en sortir? Ouais. Voilà, c'est ça, elle est coincée sur un yacht. Et ensuite, non seulement il y a cette révélation, mais la manière dont c'est joué avec la phrase désormais iconique c'est gay, essaye de me tuer. C'est vraiment très très drôle, et jusqu'au bout, Mike White pousse l'humour là-dedans. Jennifer Coolidge est excellente. Il y a un commentaire aussi, et il en a parlé dans plusieurs interviews, mais il a parlé du fait qu'il y a un fandom parfois autour de certaines femmes dans la communauté gay, et il y a un fandom aussi autour de Jennifer Coolidge qui parfois peut s'avérer limite dérangeant, parce qu'il y a quelque chose où, dans l'absurdité qu'elle peut avoir parfois, il trouve de l'humour et quelque chose de fabuleux, mais il y a en même temps une détresse derrière ça aussi. Et il voulait faire un commentaire là-dessus à travers ces mecs qui, en même temps, la flattent, lui disent « t'es merveilleuse, tes fesses dans cette belle robe en saumon est incroyable, couleur saumon est incroyable ». Et en même temps, ils finissent par la détruire, quoi. Donc, Et il voit pas du tout sa profondeur. Et c'est exactement ce que Mike White voulait faire avec Jennifer Coolidge, c'était montrer qu'il y avait quelque chose derrière et qu'elle est extrêmement bonne pour se transformer en la blague, quoi, et pour rire d'elle-même et pour faire preuve d'autodérision dans toutes les œuvres où elle est, mais que c'est pas pour ça qu'il faut penser que Jennifer Coolidge est véritablement bête ou que c'est une blague sur pattes. Et effectivement, on voit vraiment ça avec le personnage où elle est très drôle, mais eux sont incapables de voir toute la profondeur qu'il y a derrière, alors qu'elle est en train de dire qu'elle a toujours imaginé qu'elle voulait être un peu une poupée qu'on habillait et qu'on posait là, mais qu'en même temps, ça lui a amené que des problèmes dans sa vie parce que personne ne voit ce qu'il y a derrière le vernis, quoi. Et donc, elle les tue, les yeux fermés. Et moi, ce que j'adore, c'est que, à ce moment-là, c'est un peu un moment héroïque, mais comique, hein. Elle arrive à tous les flinguer, littéralement, sans viser, en tirant dans le tas. Et là, on se dit, elle peut s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a un canot de sauvetage juste en bas. Alors attends, avant ce moment-là, un moment génial, c'est qu'elle les a tous tués. Il y en a un qui est à l'agonie, Tom Hollander. Et là, elle lui dit « Is Greg having an affair? » Bon, maintenant, tu peux me le dire. Est-ce que Greg me trompe? Oui. Mais c'est ça, c'est sur tellement émouvant aussi. Voilà, c'est ça. C'est à la fois émouvant, drôle, absurde. Enfin, c'est génial, quoi. Sam McWhite en a parlé aussi en interview, où il a parlé du fait qu'il avait grandi, sa mère, en fait, son père était gay et il a fait son coming out assez tard. Et sa mère, il a dit qu'il l'avait vu être un peu obsessionnel dans ses relations amoureuses et surtout avec les hommes de sa vie. Et que c'était un peu aussi un commentaire là-dessus, d'avoir vu justement jusqu'où l'obsession pouvait pousser. Et donc, cette phrase est vraiment excellente. Et après, donc, Tanya, il y a
un petit bateau qu'elle peut prendre. Et en fait, elle ne prend pas l'échelle pour descendre dans la panique parce que le chauffeur du bateau est toujours en vie et il est allé appeler les secours. Elle décide de sauter depuis le pont du bateau dans le canot et elle dit « You've got this » ou un truc comme ça. C'est horrible. Mais en plus, ça m'a beaucoup émue aussi parce que c'est à la fois très drôle et stupide, mais en même temps, c'est tellement émouvant parce qu'elle se dit qu'elle est la seule personne à croire en elle. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment bouleversant. Et après, oui, elle saute de 3 mètres de haut. Elle se prend la barre et elle meurt. Elle se prend le bateau, elle meurt en 1 seconde. Et moi, je me souviens quand j'ai vu ça, j'étais énervée parce que je voulais pas que Tanya meure. Mais en même temps, c'est une décision qui est parfaite pour la fin de cette saison 2. C'est hyper courageux de la part de Mike White parce que c'est vraiment un personnage qu'on veut pas voir mourir. Et c'est le personnage dont on pense qu'il va tenir toute la série The White Lotus puisque c'est la seule qui était récurrente dans cette saison. C'est vraiment parfait, en fait. Ouais, et c'est très cruel, ceci dit, parce que ça veut dire que Greg va toucher l'argent. Et le fait que Portia, le lendemain, elle a compris ce qui se passait et en fait, elle s'achète des lunettes de soleil à l'aéroport en se disant qu'elle est incognito maintenant qu'elle a acheté une nouvelle paire de lunettes de soleil encore plus moche que tout ce qu'elle possédait déjà. Et elle dit « Ouais, non, c'est bizarre, elle répond plus à son téléphone. » Et tu sens que, elle se remet quand même très vite de l'idée que son ancienne patronne est morte, quoi. C'est juste génial. Et oui, c'est cruel. Et en même temps, il y a toujours, moi, c'est ça que j'aime bien dans les séries de Mike White, c'est qu'il y a une cruauté, mais il y a aussi beaucoup de cœur. C'est jamais totalement cynique. Oui, et je trouve que ça, c'est une ligne tu sens de qu'il crête. a de l'affection pour ses personnages, quoi. Ouais, même en ça. se moquant d'eux, il se moque d'eux avec beaucoup d'affection. Il y a un autre truc qui me plaît beaucoup à la fin de cette saison et dans le final, c'est le fait qu'il a été révélé quelques épisodes plus tôt que Valentina est en fait lesbienne, donc la gérante de l'hôtel. Elle est très dérangeante avec une de ses employées sur qui elle a un crush et elle fait du harcèlement sexuel au travail, quoi. Et en fait, c'est résolu de manière hyper tendre, à la fois entre ces deux personnages, puisque elles ont quand même une complicité, elle et son employé, qui est résolue, et elle reconnaît un petit peu ses erreurs, Valentina, à la fin. Et... Oui, puis l'employé, il n'y a jamais de confrontation, et l'employé, tu sens qu'elle a une admiration pour elle quand même, mais qu'elle est gênée, et en fait, au final, ça se résout. Et en fait, j'imaginais, en comparant ça à la saison 1, où je me disais qu'il y a du harcèlement sexuel au travail aussi entre un manager et son employé dans la saison 1. Là, il y a quand même une étude sur le genre que je trouve intéressante entre les deux et la manière dont les deux sont résolus à la fin. Et je trouve que la résolution dans la saison 2 est très belle. Et surtout, donc, elle croise Mia, l'amie de Lucia qui se prostitue et qui a un peu trempé le pied un orteil dans la prostitution depuis le début de la semaine. Et Mia lui dit, elle a compris assez vite que Valentina était lesbienne. Elle lui dit, mais attends, si tu veux, moi, je couche avec toi. T'as jamais couché avec une fille, retrouve-moi ce soir, t'inquiète, quoi. Et donc, elles couchent ensemble. Pareil, c'est pas montré de manière du tout sordide, mais vraiment comme un moment qui est assez mignon, voilà. Et le lendemain, en fait, pareil, elles se recroisent et Valentina lui dit, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et Mia lui dit, oui, il y a pas de problème. Vraiment avec un sourire hyper solaire, lumineux, mais en même temps, elle lui dit, écoute, si tu veux, je peux te présenter des vraies lesbiennes, je connais plein de barguets, je vais te sortir. Et en fait, tu vas rencontrer des femmes qui seront vraiment intéressées par toi et ce sera encore plus cool. Et je trouve ça vraiment hyper beau. Mia est une alliée jusqu'au bout. Ouais, mais c'est ça, parce que t'as un peu peur qu'elle la rembarre ou qu'elle l'humilie après quand elle lui dit justement, mais tu devrais rencontrer des femmes qui sont vraiment lesbiennes ou un truc comme ça, mais elle le fait avec tellement de tendresse. Tu sens que même Valentina le prend pas mal du tout, au contraire, tu sens qu'elle est pleine d'espoir parce qu'elle se dit, cool, je vais enfin... Parce qu'au début de la saison, tu la vois quand même nourrir des chats, quoi, et manger tout seul dans l'allée. Ouais, non, c'est ça. C'est très touchant. Et en même temps, il y a ce côté transactionnel qu'on a comme fil conducteur pendant toute la saison, puisque Mia veut être chanteuse et que depuis le début, elle veut le poste de pianiste et chanteuse de l'hôtel. Et que tout ça se produit alors qu'elle demande à Valentina de l'embaucher définitivement à l'hôtel pour remplacer le pianiste qui était là avant. Et donc, il y a quand même un marché dans l'histoire, mais qui est fait de manière honnête, affectueuse et qui est à la fois transactionnel et affectueux. Et donc, je trouve ça vraiment très, très beau dans la série. Et je trouve que Mike White a très bien capté justement le fait que... il pose la question de est-ce qu'il peut y avoir du désir qui n'est absolument pas transactionnel ou est-ce qu'on a toujours un intérêt, en fait? Quand on désire quelqu'un, quand on couche avec quelqu'un, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de servir ses propres intérêts au fond? Et donc, il y a des manières assez sales qui sont montrées dans la saison 2 pour illustrer ça. Mais entre Valentina et Mia, je trouve ça assez beau. Tu penses qu'il y a une morale cette saison?
Je pense pas qu'il y ait une morale très tranchée, et c'est ça que j'aime bien, justement, c'est l'incertitude. Par contre, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur l'insatisfaction, notamment dans le couple, et l'orgueil qu'on a à toujours penser que ce sera mieux ailleurs, qu'on peut obtenir mieux, qu'on mérite mieux. Et en fait, beaucoup des personnages masculins, mais aussi féminins dans la saison, se disent qu'ils devraient aller voir ailleurs et qu'ils ont le droit à une forme de bonheur sexuel ou de plaisir sexuel qu'ils vont aller rechercher. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec les deux couples, c'est qu'en fait, Ethan et Harper se convainquent au fil de la saison qu'ils devraient peut-être aller voir ailleurs pour être heureux. Et en fait, à la fin, ils se rendent compte qu'ils se sont très bien trouvés. Et l'autre couple aussi, tu vois. Je pense aussi qu'il y a toute une réflexion sur la façon dont on s'oublie dans l'autre et dans l'idée de possessivité, en fait. Et dans l'idée de on doit être tout l'un pour l'autre et être dans cette espèce de vision très pure de l'amour, alors que dans la réalité, on n'est jamais ça. Et en fait, dans l'interview, Mike White disait aussi que justement, pour lui, c'était une façon d'explorer aussi... ce qui était très important pour lui, en fait, c'était de toujours préserver son intégrité et sa liberté, quoi. Et de pas s'oublier dans le couple et dans l'amour. Et on le voit ça à travers ce couple. C'est-à-dire que Harper et Ethan, au début, tout leur délire, c'est vraiment qu'ils sont hyper honnêtes l'un envers l'autre et qui se disent tout et qui se partagent tout et qui sont un couple idéal. Et en fait, tout ça, c'est complètement démonté au fur et à mesure de la série. Et c'est quand ils commencent à avoir des secrets l'un pour l'autre qu'ils commencent à être plus épanouis aussi, parce qu'ils sont chacun plus épanouis. Et le fait que, pour moi, ça se finisse sur les deux travailleuses du sexe qui sont heureuses et qui ont eu les relations justement les plus transactionnelles et qui en même temps sont les plus libres de ça, qui se sont pas perdues dans quelqu'un d'autre, mais qui au contraire ont gagné en autonomie. C'est assez fort, je trouve. Il y a vraiment un truc sur l'insatisfaction permanente et le besoin de trouver quelqu'un qui va nous aimer encore plus que les gens qui nous aiment déjà, et ce qu'il y a de tragique là-dedans, en fait. Il va y avoir une saison 3. Tu en attends quoi? Alors, je sais qu'elle va se passer en Asie. Je pense que ce serait très drôle si ça s'ouvrait à nouveau sur un cadavre, parce que vraiment, le White Lotus, au bout d'un moment, il faut que ça devienne un running gag, quoi. C'est déjà un peu le cas, parce que franchement, 2 cadavres dans 2 White Lotus en l'espace de 2 ans, ça fait beaucoup. C'est clair. C'est comme Jurassic Park. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'ouvrir des parcs avec des dinosaures, parce que ça finit toujours un peu mal. C'est ça, mais je pense que sous la plume de Mike White, ça risque d'être très drôle. Et je sais que ça va être un commentaire sur la spiritualité, parce qu'à mon avis, ça va être en Inde ou aux Maldives ou quelque chose comme ça. Et sur la quête de spiritualité des Occidentaux en Asie, je sais que c'est déjà critiqué parce qu'il y a des craintes sur le fait que justement Mike White, qui est un homme blanc américain, que c'est un peu délicat pour lui justement de parler de ces sujets-là, surtout qu'il avait été un peu critiqué dans la façon dont il avait écrit les personnages hawaïens. J'ai assez hâte quand même de voir sa critique justement de tout le phénomène un peu de la quête creuse et vide de sens au final, et hyper instrumentalisante d'autres cultures, des Occidentaux qui vont justement dans des pays asiatiques pour se sentir enfin connectés avec eux-mêmes. Je pense qu'il peut faire des choses très drôles avec ça, mais que ça va être délicat à jouer sur certains aspects. Non, mais je suis d'accord. Je pense que la vision très blanche de la culture asiatique et des cultures asiatiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, peut être vraiment marrante en fait à satiriser. Et il l'a déjà fait avec Enlighten, en fait. Il a déjà parlé justement de bien-être et de yoga et de méditation. Et tout ça a été inspiré d'une expérience que lui-même avait eue, où il a fait un nervous breakdown et il a découvert la méditation. Et ça a un peu changé sa vie. Et donc, je pense qu'il y a un aspect quand même personnel là-dedans, sur lequel, s'il a assez de distance, ça peut être très, très drôle, quoi. J'ai une recommandation avant de conclure. Je vous conseille la saison de Survivor, donc le Koh-Lanta américain, avec Mike White, qui a été candidat dans Survivor. Et j'ai vu 1 ou 2 épisodes, c'est incroyable. Il a un verre de vin à la main et il critique les gens qui sont en train de bâtir des cabanes autour de lui, mais il est allé assez loin dans la saison et il est vraiment assez génial. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Piquistes de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Dans le prochain épisode, on va vous parler d'anti-héroïnes et de nos personnages préférés d'anti-héroïnes à la télévision. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être pourquoi on va vous parler de ce sujet-là. Il se trouve qu'on a écrit un livre dessus. Mais voilà, on ne peut pas s'arrêter d'en parler, donc on va encore vous en parler la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. À la semaine prochaine. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.